Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un soir de novembre, la ville semblait enveloppée d'un manteau glacé de mélancolie. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune tremblotante sur les trottoirs luisants, où les flaques d'eau reflétaient les néons fatigués des boutiques fermées. Une bruine fine, presque invisible, collait aux vêtements et s'infiltrait sous l'école, rendant chaque pas plus lourd, plus pénible. Nora, 29 ans, remontait son écharpe en marchant d'un pas rapide, son sac en bandoulière battant contre sa hanche. Elle venait de finir son quart au Café du Passage, un petit restaurant de seconde zone coincé entre une laverie et un tabac. Le genre d'endroit où les clients laissaient plus de plaintes que de pourboires. Ses chaussures étaient trempées, ses doigts engourdis, et une migraine sourde pulsait derrière ses tempes. Elle rêvait d'un bain chaud, de silence, de se débarrasser de l'odeur persistante de friture qui s'accrochait à ses vêtements. Elle était épuisée, comme tous les soirs depuis des années, mais ce soir-là, elle sentait en plus un poids étrange dans l'air. Une sorte de tension qu'elle n'arrivait pas à expliquer. En tournant dans une ruelle étroite, éclairée à peine par une ampoule vacillante, son regard fut soudain attiré par une silhouette chancelante. Un homme avançait avec difficulté, une canne blanche à la main. Il semblait désorienté, mal à l'aise dans cet environnement bruyant et mouvant. Il s'arrêta à quelques centimètres du bord du trottoir, tendit l'oreille, mais n'entendit rien. Ou plutôt, il n'entendit pas assez. Puis, il fit un pas de trop. Le hurlement d'un klaxon déchira le silence. Une voiture déboula à toute allure, ses phares projetant une lumière blanche comme un éclair de fin du monde. Le conducteur ne ralentit même pas. Nora sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Sans réfléchir, portée par une impulsion plus forte que la peur, elle courut. Ses pieds glissèrent légèrement sur les pavés mouillés, mais elle parvint à saisir l'homme par le bras et à le tirer violemment en arrière. Il tomba contre elle, son poids la déstabilisant. Ils roulèrent presque ensemble contre le mur. La voiture passa dans un rugissement, soulevant un torrent d'eau sale sur leurs jambes. Puis elle disparut dans la nuit, comme un fantôme mécanique. « Ça va ?» demanda-t-elle, haletante, son souffle heurté par la peur. L'homme reprenait lentement son équilibre, sa respiration courte, les mains crispées sur sa canne. « Jotae. Je crois. Vous m'avez sauvé la vie. » Il portait des lunettes noires, cerclées de métal, et tenait fermement la canne blanche qu'il n'avait pas lâchée malgré la chute. Il était grand, mince, vêtu d'un manteau sombre légèrement élimé sur les manches. Il dégageait une certaine élégance malgré sa maladresse, et dans sa voix résonnait une douceur désarmante. Nora observa le silence de quelques secondes, son cœur battant toujours trop vite. « Vous êtes aveugle ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Depuis mes 15 ans. » Un court silence, puis il ajouta, presque gêné, « Mon chien guide est malade. Je ne voulais pas rater mon rendez-vous ce soir. C'est idiot, je sais. » Il hésita, baissant la tête comme s'il avait honte de sa vulnérabilité. « Je suis désolé. Je ne suis pas très douée pour demander de l'aide. » Nora sentit un élan de tendresse monter en elle. Ce n'était pas de la pitié, non. Quelque chose d'autre. Une forme de respect immédiat, mêlée à une profonde compassion. « Ce n'est pas idiot, dit-elle. Mais vous auriez pu être gravement blessé. Vous habitez loin d'ici. » Il tourna légèrement le visage vers elle, comme pour capter la direction de sa voix. « À une quinzaine de minutes à pied. Enfin, en temps normal. » Elle esquissa un sourire. « Alors je vous accompagne. Pas de discussion. » Il marqua un temps de silence, surpris. « Merci. Je m'appelle Elias. » Nora. Ils se mirent en route, son bras glissant naturellement sous le sien pour le guider, tandis que leurs pas s'accordaient sur le pavé brillant. Autour d'eux, la ville continuait de vivre, indifférente. Mais quelque chose, dans cette ruelle étroite, venait de basculer. Et aucun d'eux ne savait encore à quel point ce moment allait changer leur vie. Au fil des semaines, Nora et Elias se revirent. Ce qui avait commencé comme un simple geste de gratitude devint rapidement un lien invisible, dense, difficile à nommer. Un après-midi, il lui proposa timidement de passer chez lui, pour lui lire quelques poèmes. Nora accepta, curieuse de découvrir cet homme dont la voix calme et les silences pleins de sens commençaient à l'habiter. Son appartement était modeste, baigné de lumière douce filtrée par des rideaux crème.
Des piles de livres jonchaient les étagères, certaines ouvertes à moitié, marquées de petites notes en braille. Dans un coin trônait un vieux piano droit, un peu ébréché, mais visiblement aimé. L'air sentait le bois ciré et la verveine. « J'écris souvent la nuit, dit-il en la faisant entrer. C'est le moment où le monde devient supportable. » Il l'invita à s'asseoir. Elle ouvrit l'un de ses carnets, en lut quelques vers à voix haute. Des poèmes aux mots simples mais poignants, souvent centrés sur l'attente, la perte, la lumière absente, la beauté des instants invisibles. Puis, sans prévenir, Elias s'assit au piano. Ses doigts se mirent à glisser sur les touches avec une grâce troublante. Il improvisa quelques notes, hésitantes d'abord, puis plus assurées. Chaque mélodie semblait sortir d'un monde secret, entre ciel et nuit. « Et si tu chantais quelque chose » souffla-t-il. Elle hésita. Elle n'avait pas chanté depuis des années. Pas sérieusement, en tout cas. Mais l'ambiance, la sécurité qu'il lui offrait, la chaleur de sa présence. Elle ferma les yeux. Sa voix s'éleva, timide, tremblante, mais vraie. C'était une vieille berceuse. Simple. Douce. Un chant d'enfance, murmuré jadis dans une maison en terre battue, dans un village au nom oublié. Un chant qui sentait l'enfance, la pluie sur les tôles, le lait chaud et la peur des cauchemars. À la première phrase, Elias cessa de jouer. Il se figea, la bouche entr'ouverte. « Oh! Où as-tu appris cette chanson ?» Nora ouvrit les yeux, troublée. « C'est un garçon du village où j'ai grandi. On jouait ensemble. Il me la chantait le soir, quand j'avais peur des orages. Je crois qu'il s'appelait Élie, ou Elio. Je ne suis plus sûre. » Un silence dense tomba entre eux. Elias posa lentement sa main sur la sienne. Ella sentit sa pau me chaude, tremblante. Nora. C'était toi. Elle releva la tête, le regardant comme on regarde un rêve. Tu étais ma petite voisine. La seule qui m'écoutait. Tu chantais tout le temps, même quand il faisait noir. Tu étais ma lumière. Ma luciole. L'ecoeur de Nora ese emballa. Une bouffée de souvenirs lui revint, les courses dans la poussière, les rires, le goût des mangues volées, le petit garçon qui lui récitait des histoires les soirs sans électricité. Elle n'avait jamais su ce qu'il était devenu. Il avait disparu un été. Sa famille avait déménagé en pleine nuit. Et maintenant, il était là. Elias, c'était toi. Ils restèrent là, à se regarder, même si lui ne voyait que les contours de sa silhouette. Mais ce qu'il percevait, c'était qu'au-delà de l'image. C'était elle. La Nora d'hier et celle d'aujourd'hui. Elias ne laissa pas cette coïncidence au destin. Il y vit un signe. Une seconde chance. Il lui fit une promesse, celle qu'il n'avait jamais pu lui faire lorsqu'il était enfant, trop jeune pour comprendre ce qu'elle représentait. Ta voix mérite d'être entendue. Tu ne peux pas l'enfouir. Nora haussa les épaules, gênée. Tu sais, la vie, elle m'a appris à me taire. Alors laisse-moi t'aider à crier. Grâce à ses anciens contacts dans le milieu musical, un producteur qui l'avait aidé à écrire des paroles, un ingénieur du son fan de ses poèmes, Elias trouva un petit studio. Rustique, mais honnête. Il y emmena Nora, semaine après semaine. Il ne se contentait pas de la guider musicalement. Il la tenait debout. Il lui apprenait à respirer, à écouter le silence entre les notes, à poser ses émotions comme on dépose une offrande. Il l'encourageait à chanter sa douleur, son passé, sa colère et ses rêves étouffés. Nora, timide au début, se tenait courbée, les bras serrés contre son corps. Puis, au fil des séances, elle apprit à se redresser, à projeter, à vibrer. Sa voix devint une rivière, tantôt calme, tantôt impétueuse, mais toujours sincère. Son premier single, Éclat d'ombre, fut publié sur les réseaux. Une chanson écrite avec Elias, tissée à partir de ses cicatrices. Une ballade intime, pleine de silence, de pleurs contenus et d'espérance. La magie opéra. Les gens furent bouleversés. Certains écrivirent qu'ils avaient écouté la chanson 5 fois, les larmes aux yeux, sans comprendre pourquoi. D'autres la remercièrent, sans la connaître, pour avoir dit ce qu'ils n'arrivaient pas à formuler. Mais Nora, elle, savait. Elle savait que cette musique venait de l'homme qui, même aveugle, avait vu en elle ce qu'elle-même avait enterré, sa lumière. Les portes s'ouvrirent. Doucement, mais sûrement.
Une première radio locale l'invita pour parler de sa chanson. Puis une autre. Les journalistes étaient intrigués par cette voix qui semblait venir de loin, de l'intérieur du monde, ou peut-être de l'intérieur d'elle-même. On lui proposa des interviews télé, des plateaux. Un producteur lui offrit un contrat, à condition qu'elle se plie à certains codes, tenue moulante, talons vertigineux, maquillage appuyé, fausse légèreté. Nora refusa. « Je ne suis pas un produit. Ma douleur ne sera pas déguisée en paillettes. » Elle tenait à rester fidèle à elle-même, à cette voix qu'elle avait retrouvée grâce à Elias. Sa voix, c'était celle de la vérité, des rues froides, des rêves qui saignent et des silences habités. Chaque note qu'elle chantait était une cicatrice qu'elle offrait. À chaque représentation, elle exigeait qu'une chaise vide soit placée en bord de scène. Et dessus, elle déposait une canne blanche, toujours la même. Celle qu'Elias portait la nuit où elle l'avait sauvé. Ce geste, devenu son rituel, déroutait parfois le public, fascinait souvent les critiques. Mais elle ne s'en expliquait jamais. Elle laissait les gens deviner, ressentir, interpréter. Ce que peu savaient, c'est que Elias se trouvait toujours là. Non pas sur scène, mais dans l'ombre des coulisses, assis, silencieux, écoutant. Il connaissait chaque souffle, chaque vibration de sa voix. Il savait exactement à quel moment elle doutait, à quel moment elle s'élevait. Le lien entre eux n'avait pas besoin d'yeux. Ils battaient au rythme de leurs âmes. Un jour, un médecin reconnu, spécialiste des greffes de cornée, les contacta. Il avait étudié le dossier d'Elias. Il existait désormais une technique nouvelle. Risquée. Complexe. Mais prometteuse. Elias resta silencieux plusieurs jours. Il avait appris à vivre dans l'obscurité, à écouter le monde plutôt qu'à le regarder. Mais une partie de lui, enfouie depuis longtemps, rêvait toujours de pouvoir voir le visage de celle qu'il aimait. C'est Nora, pourtant, qui doutait. Et si tu ne m'aimais plus en me voyant? Si j'étais décevante, banale? Tu m'as connue dans le noir. Tu m'as idéalisée. Il prit son visage entre ses mains, doucement. Je t'ai vue avec les yeux de l'âme, Nora. Rien, ni la lumière, ni le temps, ne pourra effacer ce que je ressens. Il accepta l'opération. La veille, ils ne parlèrent presque pas. Il lui fit promettre une chose, chanter, pendant qu'il serait au bloc. Alors, ce matin-là, pendant les heures d'attente, elle chanta pour lui. Dans une petite pièce, seule, elle posa sa main sur le mur et laissa couler ses chansons. Une pour chaque moment où il avait été son phare. L'opération dura près de 8 heures. Le réveil fut long. Douloureux. Il portait un pansement sur les yeux, et les médecins lui demandèrent de ne pas les ouvrir tout de suite. Le 3e jour, enfin, Nora entra doucement dans sa chambre. « Tu es là. Toujours. » Le médecin enleva délicatement les bandages. La lumière, d'abord, le brûla. Il cligna plusieurs fois des paupières. Et puis, enfin, il vit. Elle. Nora. Ses cheveux libres, sa peau douce comme une mélodie, ses yeux profonds, fatigués, mais brillants. Un sourire immense naquit sur son visage. « Tu es encore plus belle que mes souvenirs ne le permettaient. » Ils pleurèrent. Longtemps. En silence. Ensemble. Et pour la première fois, leurs regards purent se croiser, sans se fuir, sans se cacher, sans filtre. Des années passèrent. Nora devint une figure majeure de la scène musicale française. Pas une diva. Une voix. Une présence. Une vérité. Elle refusait toujours le superflu. Elle chantait les exils, les amours brisés, la dignité des oubliés. Chaque concert était un voyage. Chaque chanson, une confession. Un soir, dans un immense amphithéâtre parisien, des milliers de spectateurs attendaient dans le silence. Les projecteurs s'éteignirent. Une voix seule s'éleva. Nora. Ses cheveux tombaient en cascade sur ses épaules. Elle portait une robe simple, noire, et marchait pieds nus. Derrière elle, un homme s'assit au piano. Elias. Il portait encore ses lunettes noires, non plus par nécessité, mais par habitude, comme un hommage à ce qu'il avait été. Ses doigts trouvèrent les notes comme on retrouve un vieil ami. La chanson était nouvelle. Mais l'histoire était ancienne. À la fin, dans un souffle presque inaudible, Nora murmura. « Merci Elias, de m'avoir aidé à me voir, quand je ne voyais plus rien. »
Le silence dura 1 seconde. Puis la salle entière se leva. Applaudissements. Larmes. Échos. Étoiles. Ils se regardèrent. Pas un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Car il existe des amours qui traversent les blessures, les années, la cécité et les silences. Et cela brille plus fort que toutes les étoiles.